Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Et au nom du principe de précaution, l'administration sacrifie des bêtes, plongeant les éleveurs déjà éprouvés dans l'incompréhension et la colère. Et oui, et sacrifie combien de bêtes et quelles bêtes. Effectivement, alors voilà, ça s'appelle la dermatose nodulaire contagieuse. Le Lumpeskin disease, dit-on en anglais, maladie virale des bovins jusque-là cantonnée à l'Europe du Sud, s'est installée en France à l'été 2025. Plus d'une centaine de foyers ont été recensés entre Alpes et Pyrénées, rappelant la vulnérabilité de l'élevage français face aux menaces vectorielles émergentes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Est-ce que nous avons Alain Peretti ? Oui, nous avons Alain Peretti. Bonjour Alain Peretti. Bonjour André. Bonjour, et bonjour. Nous avons aussi Pierre-Guillaume Mercadal. Bonjour Pierre-Guillaume, bonjour. Voilà. Eh bien, écoutez, on est ensemble et vous êtes ensemble et vous allez vous écouter, c'est très important. Alors, Alain Peretti, je voudrais commencer par ça. Vous êtes vétérinaire, vous avez été 40 ans vétérinaire, vous l'êtes toujours, hein. On n'est jamais... Oui, jamais. C'est comme les prêtres, là. Voilà. On est vétérinaire jusqu'au cadavre. Vous êtes l'évangéliste de l'agent animalière, c'est ça. Alors, dites-moi, je voudrais commencer par ça, et puis on va remonter aux causes profondes, bien sûr, de tout cela. Les signes cliniques, la fièvre, etc., qu'est-ce que ça veut dire, cette dermatose nodulaire ? Et surtout, ça a provoqué quand même une espèce de, je ne dirais pas de massacre, mais enfin, de disparition d'un certain nombre de troupeaux, et il n'y a pas que là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Expliquez-nous. Alors, c'est une maladie, somme toute, bénigne, puisqu'on a entre 1 et 2% de mortalité naturelle, on a entre 10, 15, 20% de taux de malades cliniques lorsque la maladie sévit. Ce n'est pas contagieux d'animal à animal, puisqu'il faut nécessairement un insecte piqueur. Alors, on connaît les temps, mais il y en a d'autres. Et en fait, cette maladie est une maladie bénigne qu'on pourrait traiter. Déjà, on peut la traiter cliniquement. On peut la prévenir puisqu'il y a un vaccin qui est relativement efficace, qui n'est pas un vaccin ARN d'ailleurs, je signale, qui est un vaccin classique. Et tout ça, on est dans un délire et on va y venir dans la deuxième partie. Mais là, en tout cas, strictement restant sous l'angle de la logique et du bon sens, il n'y a aucune raison rationnelle pour abattre l'ensemble du cheptel. C'est quelque chose qui tend à se multiplier. Alors, principe de précaution, c'est ce qu'on dit, etc. Mais derrière, on va y venir dans la deuxième partie, qui est à mon avis la plus importante. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est-à-dire qu'il faut comprendre derrière l'absurdité les causes cachées, parce que sinon, on n'a pas de chance, peu de chance de régler le problème. De comprendre, tout à fait. Mais actuellement, si j'ai bien compris, et vous savez ça mieux que moi, Alain Peretti, actuellement se poursuivent quand même des extinctions de troupeaux, enfin des troupeaux entiers, parce qu'il y a une vache qui est atteinte, je dirais, il faut éliminer le troupeau, c'est ça ? C'est ça. Donc, je vous dis, il n'y a aucune raison objective, mais maintenant, ça généralise. Par exemple, la tuberculose, qui est une maladie qu'on gère depuis des années. Moi, j'ai connu ça au début. On fait ce qu'on appelle les tuberculinations, qui permettent de repérer des animaux atteints. On les fait abattre. À l'abattoir, on vérifie qu'il s'agit bien de ça, parce qu'il peut y avoir des faux positifs. Et si c'est bien le cas, on accélère les contrôles et on élimine au fur et à mesure les animaux positifs et on arrive à assainir un élevage. On a toujours pratiqué comme ça, alors que la tuberculose bovine est contagieuse à l'homme. Oui, j'ai oublié de vous dire que tout à l'heure, la dermatose nodulaire n'est pas contagieuse à l'homme et il n'y a aucun risque. Et donc, pour la tuberculose, bon, vous savez, lorsqu'on est avec la grippe aviaire, maintenant on élimine tous les sujets. Nous avons là Pierre-Guillaume Mercadal, pour lequel on a fait éradiquer, génocider à 2 reprises son troupeau sur des bases qui sont quand même extrêmement contestables. On a donc vraiment l'impression qu'il s'agit d'une absurdité, mais
et c'est Mais la partie justement, la plus alors ce que vous intéressante. dites, vous, Alain Peretti, c'est une absurdité voulue, organisée et programmée, quelque part. Voilà, On voilà, va en voilà, parler. programmée. Restez avec nous, évidemment. Vous êtes tous les deux. Ah, Pierre-Guillaume Mercadal, bonjour. Bonjour André, bonjour docteur De Peretti. Bon, merci déjà pour l'invitation. Merci beaucoup André parce que le monde paysan a besoin qu'on parle de ça parce qu'on assiste à un effet, comment dirais-je, Covid puissance 10, mais dans un silence médiatique assourdissant en fait. Donc, le docteur De Peretti, que j'ai laissé parler justement parce que c'est un professionnel de santé animale, lui, il a le courage de dire ça et en plus, il bénéficie, entre guillemets, du fait d'être à la retraite. Il y a d'autres vétérinaires qui ont osé prendre la parole, mais comme pour le Covid, ils sont menacés par le Conseil de l'ordre des vétérinaires, ils sont poursuivis, ils ont une Ouais. pression pas possible. Et les éleveurs veulent tous résister au départ. Nous, on a lancé un appel à la résistance en disant qu'on serait nombreux à se mobiliser, qu'on pourrait même monter des cagnottes s'il fallait aider, Ouais. parce que voilà. Il faut comprendre que quand un éleveur, on lui annonce qu'on va lui tuer son cheptel, vous avez la chambre d'agriculture, la préfecture, les services vétérinaires qui débarquent chez lui et qui lui retournent la tête en lui mettant une pression pas possible toute la journée, jusqu'à ce que les gens cèdent. J'ai eu récemment au téléphone énormément d'éleveurs qui ont abattu un derrière. Ouais. Ils ont cédé Qui parce ont qu'on leur vu. dit On leur on va vous dit. supprimer la PAC. Ah oui. C'est-à-dire que si Non, vous mais ils m'ont dit n'abattez pas votre cheptel, on va vous supprimer les aides, etc., etc. C'est Alors, ça. on vous supprime la PAC. On vous parle de 5 000 euros d'amende par bête non abattue. Ou alors, on vous parle d'amende très élevée journalière. Il y a Ouais. plein de menaces différentes. Euh, donc, déjà, financièrement, c'est Bah oui. infaisable vu l'état du monde agricole. Et du coup, on les force à abattre. Et là où on va vraiment dans des choses absolument odieuses, c'est qu'il vous faut imaginer une chose. La dermatose nodulaire, ça met pratiquement 1 mois à incuber. Et Ouais. quand les symptômes apparaissent, la maladie dure une grosse semaine, on va dire. Ouais. Euh, donc le temps que vous ayez des symptômes, que vous fassiez venir un vétérinaire, puis qu'il y ait des tests, puis qu'on décide de vous abattre les bêtes, on abat des bêtes qui ont guéri. Ouais. On ne laisse plus la place à l'immunité naturelle, sachant que, comme l'a dit en plus le docteur De Peretti, il y a un vaccin disponible qui n'est pas un vaccin ARN, donc il n'y a pas à Ouais. stresser plus que ça. Et moi, je pousse même pas à la vaccination, je dis juste qu'il faut qu'on rende le vaccin disponible pour ceux qui le veulent, et ceux qui ont des races rustiques, qui ont moins d'inquiétude ou qui croient à l'immunité naturelle, moi par exemple c'est mon cas en élevage porcin, eh bien ils vaccinent pas, et s'ils ont une perte, ils ont une perte. Mais pour reprendre les chiffres qu'a dit Monsieur De Peretti, si on prend les chiffres de l'OMS, alors je ne vais pas m'étendre dans les chiffres, mais c'est vraiment pour Ouais. expliquer précisément aux gens, on parle de 1 à 5% maximum de mortalité et de 10 à 20% maximum de morbidité, donc de contagion. Ce qui nous ramène à entre une vache sur 100 et une vache sur 1000 qui Ouais. meurent de la maladie. Donc, est-ce qu'il vaut mieux que chaque paysan français perde une vache dans son élevage, que ça crée une immunité naturelle ou qu'il vaccine, peu importe, Bien sûr. et que la ferme France continue à exister et à se battre, ou que dès qu'il y a un cas, on détruise des fermes où les gars, bien souvent, ne reprendront pas, un, parce qu'ils sont écœurés, et deux, Ouais. parce qu'il vous faut savoir une chose, on les indemnise au cours de la viande de 2022, qui était 2 fois moins élevé que maintenant. D'accord. C'est-à-dire que Et les en gars qui plus, veulent ouais. remonter un cheptel derrière sont obligés de s'endetter. C'est Ça veut dire complètement fou. C'est-à-dire que Pierre-Guillaume Mercadal, vous dites, là, avec le temps, ce que vous avez expliqué, on demande à ce qu'on élimine des vaches guéries, qui ont pu guérir. oui. C'est ça. Des Oui, vaches saines et des vaches saines. Et des vaches saines. On abat des vaches saines. Oui, Imaginez si pendant le Covid, oui. on avait, il y a un cas dans un village, bon, ben, on va tuer la personne malade, mais on va tuer tout le village aussi. C'est original comme Oui, façon c'est Quand la intéressant. maladie n'est pas transmissible à l'homme et n'est pas très mortelle, c'est complètement aberrant. Alors, Alain Peretti, justement, là-dessus, pour avancer, au fond, on a l'impression de quelque chose qui est... Alors, on va arriver aux causes dont vous parliez, Alain Peretti, les causes plus lointaines. Mais parce qu'en ce moment, c'est vrai, on sait que demain, il va y avoir encore des rassemblements. On va reparler avec Pierre-Guillaume Mercadal de ce qui se passait de la politique syndicale et autres. Mais Alain Peretti, au fond... On a l'impression que quand on disait pâturage et labourage, c'était les mamelles de la France, oui, c'était... Hein, on a l'impression que c'est une histoire des grottes de Lascaux, quoi. Comment on peut parler de ça? C'est vieux, c'est ringard, c'est fini. Mais enfin, quand même, l'agriculture, le secteur premier, Alain Peretti. Oui, alors justement, c'est quelque chose auquel je m'intéresse depuis longtemps, puisque ayant roulé ma bosse dans clientèle rurale pendant toute ma carrière, donc j'ai vu cette évolution et j'ai essayé de comprendre
Et j'ai beaucoup lu, et donc c'est là-dessus, je pense qu'il faut insister pour comprendre qu'au-delà de cette absurdité apparente, d'ailleurs Pierre Guillaume a donné un très bon exemple, il a dit c'est un Covid à la puissance 10, hein. Mhm. C'est la stratégie Covid. C'est que Alors, oui, derrière ça, oui. il y a une volonté de détruire la paysannerie, où le paysan, j'utilise d'ailleurs volontairement le mot paysan plutôt qu'agriculteur, hein, D'accord. c'est Oui, oui, bien volontaire, sûr. et donc c'est parce que le paysan, c'est l'homme du pays. Mhm. Il est enraciné, il est attaché à sa terre, il veut la faire prospérer, la transmettre à ses enfants. Mhm. Et donc cette agriculture est dans le collimateur du système mondialiste depuis depuis très longtemps. Et je me suis penché sur, parce que à l'époque, où je commence à démarrer dans le métier, c'est l'époque où il y avait ce qu'on appelle le plan Sicko-Mansholt, Mhm. donc commissaire européen à l'agriculture, Oui. Qui était donc partisan du Club de Rome, vous savez, qui était Oui, oui, pour la bien sûr. décroissance, il le Oui. disait, pour diverses raisons, et tout ça a été mis en place. Donc, Et dans les années quoi? Dans les années 60, comme ça, à dans peu les près? années 60, C'est ça. D'accord. hein, Alors, mise en et place quoi? Mais pourquoi éliminer, pourquoi faire disparaître cette paysannerie? Enfin, dans leur esprit, en tout cas, c'était quoi? alors, C'était l'enfer alors, pavé de bonnes intentions, c'était quoi? oui, c'est parce que dans leur idée, Oui. c'était déjà des problèmes, disons, des prétextes écologiques, Mhm. environnementaux, qui voulaient justement diminuer. Et donc, c'est une idéologie qui est basée sur le malthusianisme, sur le fait qu'il faut donc décroître qu'il faut diminuer le nombre d'humains, il faut diminuer le nombre de bovins, etc. Et tout ça s'est mis en place peu à peu. Mhm. Et on a vu déjà, parce que c'est pas, ça se produit déjà depuis longtemps, mais plus récemment, notamment en 2022, il y a eu des événements dont on n'a pas trop parlé dans la grande presse, bien Allez-y, entendu, comme expliquez d'habitude, aux concrètement. Pays-Bas. Aux Oui, Pays-Bas, oui, avec un certain Mark Rutte. oui, qui est Hein. aujourd'hui secrétaire général de l'OTAN. Voilà, C'est parce bien qu'il a ça. été viré, il a été viré à cause de ses agissements de- donc par la Alors, démocratie, qu'est-ce qui s'est passé en Hollande? Expliquez, vous restez, oui. on l'a recasé. Donc il était aux Pays-Bas, donc Premier ministre, Mhm. et il a voulu faire baisser de 25 à 30% le cheptel De pour des 25 à raisons, 30%, d'accord? voilà, pour des raisons environnementales. Mhm. Dans le même moment, le Premier ministre irlandais, là, pour le coup, Oui. a voulu faire la même chose. Mais aux Pays-Bas, ça s'est mal passé. Il y a Mhm. eu une levée générale, y compris de la population Mhm. non agricole, avec D'accord. des manifestations extrêmement violentes. Il y a même eu des tirs, bon, malheureusement sans blessés. Mhm. Et donc, ils ont provisoirement baissé. Là, c'était le prétexte environnemental. D'accord. C'est prétexte environnemental et il faut savoir euh, ce plan, hein, Oui. a été conçu, Mhm. et il y a des écrits, c'est Oui, non, factuel. mais restons sur le fait. Allez-y. Voilà. Oui, oui, a été conçu dans le cadre du Great Reset du World Economic De Forum. Klaus Schwab, De du Klaus Forum Schwab. économiste de Davos. Du Forum Voilà. mondial, pardon, de Davos, effectivement. Alors, voilà. Le Great Reset, absolument, c'est Avec sa notamment Bible. qui a conçu, tout ça c'est consultable, hein, une nouvelle vision pour l'agriculture, Mhm. NVA. Mais l'idée étant, alors Alain Peretti, pour être très précis, l'idée étant qu'on n'avait pas besoin de grands cheptels, que ça ne servait à rien, qu'il fallait, ça va amener au Mercosur, mais on en reparlera. Mais ça veut dire quoi? On n'avait plus besoin d'une grande agriculture dans chaque pays ou d'un grand élevage. C'était plus nécessaire, c'est ça? Alors, c'est ce qui est dit, c'est parce que les paysans sont des pollueurs, hein, Ouais, bien bien sûr. entendu, c'est connu, hein, alors qu'en fait, l'agriculture paysanne, c'est quand même
la base d'un entretien écologique à la fois des paysages et des terroirs. Hein, non, mais et comment on a vécu pendant 2000 ans? Je veux dire, comment on a avec vécu. quoi? Non, mais déjà, comment on s'est nourri, comment on a avancé, comment on s'est développé. Hein, bon. Mais derrière tout ça, enfin, je voudrais laisser la parole à Pierre-Guillaume, mais derrière tout ça, il y a l'établissement d'un ordre mondial où on pourra utiliser, grâce à la spécialisation et des fermes gigantesques, notamment au Brésil, en Chine, etc., on pourra exploiter l'arme alimentaire. C'est-à-dire ce qui a fait la force de la France, son indépendance, y compris politique, au cours des siècles, c'est le fait qu'elle était autosuffisante sur le plan alimentaire. À partir du moment où on n'est plus autosuffisant, on vous tient. On vous tient parce que c'est quand même un des premiers besoins. Alors, vous voyez, tout ça est assez complotiste, mais moi, je pense que si on ne fait pas l'effort de voir les causes profondes, on ne peut pas traiter cette chose-là parce que c'est tellement absurde. Alors, il faut résister, bien sûr. Bien sûr, Pierre-Guillaume, Alain Peretti, restez avec nous. Je voudrais juste donner la parole à Pierre-Guillaume Mercadal là-dessus. Oui, Pierre-Guillaume Mercadal. Ce que je voulais dire qui étaye un peu les propos de M. de Peretti, c'est qu'on assiste vraiment à une destruction de la paysannerie française. Alors, bien évidemment, pour servir l'Europe et pour affaiblir la France, qu'on n'ait plus de souveraineté alimentaire, qu'on devienne une marionnette. On voit bien la direction que prend ce pays où on cherche à créer une société de chair à consommer qui ne réfléchit plus. Mais il faut comprendre une chose, c'est que même le vaccin, si vous vaccinez vos vaches, pendant 14 mois, vous ne pouvez pas exporter. Vous pouvez vendre sur le marché français, mais pendant 14 mois, vous ne pouvez pas exporter. Et il faut imaginer que si ces vaccinations venaient à toucher, en gros, le Massif central, là où on a énormément de vaches, une grande partie des vaches, en fait, ce qu'on appelle les jeunes bovins, les broutards, sont envoyés en Italie ou en Espagne où ils sont engraissés pour faire de la viande de veau qu'eux, après, redispatchent. Très peu revient en France. D'accord. Tous ces jeunes bovins qu'on ne consomme pas en France parce que ça n'a pas assez de goût, que c'est une viande trop jeune, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est-à-dire que si on en arrive à une grande vaccination, parce que la maladie, là, va se calmer avec l'hiver, mais elle devrait revenir malheureusement au printemps prochain. Si la maladie revient, qu'est-ce qu'on va faire? On va inonder le marché français avec cette viande, le prix de la viande va s'effondrer, et à côté de ça, les Espagnols et les Italiens, s'ils ne peuvent plus nous en acheter, ils vont l'acheter où? En Amérique du Sud. Oui, alors on va revenir là-dessus au Mercosur, mais juste un mot, Pierre-Guillaume Mercadal. On peut dire aujourd'hui que l'agriculture française de l'élevage est menacée de mort, vraiment? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, clairement. Clairement. Avec les accords de libre-échange, c'est terrible. De toute façon, aujourd'hui, vous n'avez pas un secteur qui va bien dans l'agriculture, mais l'élevage, là, c'est en train de devenir très problématique, parce qu'en plus, il y a énormément de maladies, la FHE, la FCO, etc. Mais ce qui se passe là au niveau de la DNC, c'est catastrophique. Comme je vous dis, quand on abat un cheptel, bien souvent, c'est des fermes qui ne se relèveront pas, donc c'est des fermes qui disparaissent. Et puis, ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est que quand on tue un élevage bovin, c'est une génétique qu'on met des générations à construire, bien souvent pour le paysan à qui on abat ça. C'est une génétique qui a commencé son grand-père, voire même parfois son arrière-grand-père. Donc, outre le fait de lui tuer des animaux qu'il aime, on lui arrache quelque chose qui a été construit par ses aïeux et qui pourra jamais récupérer. Et ça, c'est une blessure dont il est très, très difficile de se relever. Et c'est vrai, il faut vraiment que les gens réalisent ça. Ouais, et pendant ces blessures, alors Alain Peretti et Pierre-Guillaume Mercadal, nous avons quand même les princes qui nous gouvernent, en tout cas certains qui sont au Brésil. Et ils dansent la samba, et c'est bien d'aller au Brésil danser la samba pendant la COP30. Écoutez par exemple et regardez notre président de la République en pleine action. Voilà, il a la batterie, il chante Pelorino, tout ça, tout va très 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 bien. Voilà. Voilà, c'est la fête. Moi, c'est très 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 bien. Mais on peut se demander aussi ce qu'il a à dire, parce qu'on l'a interrogé effectivement. Vous savez, il est de marche du sommet des chefs d'État à la COP au Brésil. Alors voilà ce qu'il a dit le 6 novembre, c'est-à-dire il y a 4 jours. Et voilà ce qu'il nous disait, écoutez bien. C'est le travail que la Commission européenne va mener avec le Mercosur pour que ces clauses soient acceptables et acceptées. Je suis plutôt positif, mais je reste vigilant
parce que je défends aussi les intérêts de la France. Voilà, je suis plutôt positif, mais je défends aussi, c'est intéressant, les intérêts de la France. Il ne défend pas d'abord les intérêts de la France, il les défend aussi. Bon, bah écoutez, c'est une nuance. Et puis le lendemain, voici ce qu'il a ajouté, toujours au Brésil. Écoutez. Non, pas du tout, parce que j'ai été cohérent depuis le début. J'ai dit qu'en l'état, il n'était pas acceptable. C'est pour ça que je vous dis qu'il est en train d'être changé. Et donc, si ces clauses sont bien mises en œuvre, qui n'existaient pas dans l'accord, à ce moment-là, nous considérons que cet accord peut être acceptable. Alors, conséquences pour les agriculteurs français, risque de concurrence déloyale, importation à bas coût depuis le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, pression à la baisse sur les prix agricoles, distorsion de concurrence, fragilisation des filières d'élevage, particulièrement bovines et porcines, crainte d'un recul de la souveraineté, etc. Est-ce qu'il y aura abandon des exploitations, attente d'un mécanisme de compensation ou de soutien, etc. Donc on a tout cela en ce moment. D'ailleurs, je vous le dis en passant, je le montre, demain, 11 novembre, il y aurait sur le parvis de la gare Montparnasse à Paris, marché de la solidarité des gueux, les produits artisanaux, une manifestation. Venez rencontrer les producteurs artisanaux français qui se battent pour la souveraineté alimentaire de notre pays et font vivre nos régions. Pierre Mercadal, c'est très bien tout ça, mais en fait, c'est quoi cette histoire? Comment il se fait? Et après, je redonnerai évidemment la parole à Alain Peretti. Comment il se fait que les syndicats agricoles, on est allés tous au salon de l'agriculture, on y va tous, tout le monde va voir, merveilleuse, ces bêtes formidables, etc. Et puis après, il y a les élections, et après, il se passe qu'on a l'impression qu'une partie se laisse faire. Là, oui, mais on ne savait pas, on ne comprend pas. Ben, vous avez tout dit. Comment dirais-je? Pour vous parler des deux salons de l'agriculture, bon, ben, l'ACR, on s'est fait particulièrement remarquer au salon de l'agriculture 2024. Ouais. En 2025, au salon de l'agriculture, on y était allé encore une fois uniquement pour protester. Il y avait un déploiement de forces de l'ordre colossal. Je tiens d'ailleurs à préciser que le stand de la FNSEA était sous protection policière. Quand vous êtes un syndicat agricole et que vous êtes sous protection policière au salon de l'agriculture, pour pas que les paysans vous rentrent dedans, c'est peut-être qu'il y a un petit problème de trahison. Mais bon. Ensuite, par rapport à ce que vous dites, ben, nous, on s'est mobilisé contre le Mercosur quand il y avait, entre guillemets, encore quelque chose à faire, puisqu'aujourd'hui, à mon sens, à part sortir de l'Europe, il n'y a plus rien à faire contre le Mercosur, malheureusement. C'est signé pour vous, c'est fini, c'est adopté. Le Mercosur, pour vous, il est adopté, il est signé. Quand il fallait faire entendre la voix de la France, pour rappel, M. Macron était à l'étranger, et M. Macron avait donné sa voix au chancelier allemand. Ouais. Alors que dans les accords du Mercosur, pour que les Allemands vendent des voitures, les paysans français sont la variable d'ajustement. Comme avec l'Ukraine, comme à chaque fois en fait. À chaque fois, les dindons de la farce, c'est nous, et ça meurt en silence, et vous avez un suicide tous les 2 jours en fait. Donc ça, ce n'est pas possible. Nous, on s'est mobilisés, mais effectivement, comme vous l'avez justement rappelé, c'était une période électorale pour le monde agricole. Ouais. Et les autres syndicats ont refusé, enfin les autres, je critique pas la Confédération paysanne sur ce coup-là, mais la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont refusé de se mobiliser avec nous parce que c'était les élections et qu'il fallait pas risquer de donner des voix ou de la cause, voilà, les sièges avant la cause. Et aujourd'hui que Macron vient à Toulouse, ils veulent lancer une grande manifestation contre Macron, ce dont Macron n'a pas grand-chose à faire et qui ne l'impactera pas, pour dire qu'ils sont pas d'accord, qu'ils ont été trahis avec le Mercosur. Mais la trahison avec le Mercosur, elle date d'il y a bien longtemps. Elle date justement de quand la FNSEA n'a pas voulu se mobiliser. Elle date de quand son patron a investi des dizaines de millions d'euros en Amérique du Sud, en Argentine et au Brésil, en connaissance de cause, parce qu'il savait très bien que le Mercosur allait passer, ce qui est vraiment absolument scandaleux. Et aujourd'hui, en fait, on veut que les paysans qui sont victimes du Mercosur, alors que c'est fini, viennent manifester pour que la FNSEA puisse dire « Oh, regardez comme on était nombreux, regardez comme on se bat contre le Mercosur », et que les paysans, en fait, soient cocus 2 fois. Ouais. Alors bon, je veux bien qu'il se soit fait avoir une fois, mais s'il recommence, à un moment donné, ça devient vraiment de la bêtise et c'est triste. Ça devient du masochisme. Il faut se battre, mais aujourd'hui, c'est les combats qu'il faut mener urgemment. C'est la vigne, ou le seul... En fait, la vigne, en France, actuellement, c'est un plan social. Hein. C'est l'arrachage. Les paysans attendent les primes à l'arrachage pour arracher les vignes, parce qu'il n'y a pas de solution, que l'État fait rien, qu'on les laisse mourir.
Au niveau bovin, il y a la DNC. Voilà, je ne vais pas vous énumérer tous les Non, problèmes, bien mais sûr. c'est une catastrophe. Le Mercosur, c'est un très gros problème. Mais maintenant que c'est entériné par l'Europe, je ne vais pas vous apprendre comment ça marche pour réformer l'Europe. Réformer l'Europe de l'intérieur, ça n'existe pas, ça n'est jamais arrivé. Donc, à part une sortie de l'Europe, je vois aucune solution. Je suis le premier déçu de ça, mais ça fait des années qu'on en parle, des années qu'on se mobilise, des années que la FNSEA appelle à voter Macron, le soutient et aller jusqu'à soutenir Bayrou récemment. Et leurs élus politiques à l'Union européenne sont tous dans le groupe von der Leyen, élisent Ursula von der Leyen, votent ses textes. Mais à un moment donné, il faut que les gens se réveillent, quoi, si vous voulez. Moi, je m'arrête là, je n'appelle même pas les gens à voter pour un parti politique, je me fous de ça. Mais aujourd'hui, que ce soit dans le monde agricole ou pour la société de manière générale, il faut choisir un camp, en fait. Hein. C'est entre guillemets un extrême ou l'autre. Hein. Soit on veut le monde entre guillemets de Jean-Luc Mélenchon avec des modifications selon les partis d'extrême gauche, soit on veut le monde d'extrême droite, mais le macronisme, les socialistes et les républicains, là, toute cette bouillie, là, on voit bien où ça nous mène, c'est la trahison permanente, les uns comme les autres, il n'y en a pas un pour rattraper les autres. Ouais. D'ailleurs, ils ont Le justement fait enlever le crime de haute trahison. Le problème, c'est ça, et il faut que les gens se réveillent dans tous les secteurs. Bah, écoutez, on on a verra une s'ils question. se réveillent ou pas. Alors justement, oui. Une question qui rebondit justement sur ce que vous venez de dire dans le chat. C'était sur la FNSEA et notamment les intérêts d'Arnaud Rousseau via sa société Avril au Brésil. Est-ce qu'il n'y a pas un dysfonctionnement ou un double discours de la FNSEA d'être contre le Mercosur et des intérêts particuliers de certains de ses membres? C'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre le Mercosur et investir des dizaines de millions d'euros en prévision, ce qui est limite du délit d'initié avec votre multinationale, pour ramasser le pactole du Mercosur. Enfin, si vous êtes contre quelque chose, vous vous battez contre, vous investissez pas votre argent dedans. Je vais apprendre à personne ici que le premier acte politique dans la vie, c'est comment on dépense son argent. Bon, ben, si vous financez à coup de millions le Mercosur, c'est dur de dire que vous êtes contre après. Alain Peretti, justement, après ce qu'a dit le tableau effectivement sombre qu'a donné, mais dont on ne peut pas dire qu'il est faux, qu'a donné Pierre-Guillaume Mercadal. Alain Peretti, au fond, aujourd'hui, vous avez pendant 40 ans et plus suivi cela, vous voyez ce qui se passe, vous avez esquissé effectivement les origines, d'ailleurs vous rejoignez tout à fait là-dessus, mais Alain Peretti, est-ce qu'on peut effectivement changer cela? Est-ce qu'on peut faire quelque chose, ou c'est uniquement ce que dit Pierre-Guillaume Mercadal, la sortie de l'Europe, ou en tout cas trouver une solution qui ne suit pas ces sentiers, hélas, trop battus? Alain Peretti. Oui, alors, je pense que la sortie de l'Europe, c'est vraiment la condition initiale indispensable, mais il faut aussi une action, je dirais, métapolitique pour lutter contre ces idées qui se sont répandues dans toutes nos soi-disant élites, hein, notamment de décroissance, d'interconnexion mondiale, de globalisme, ce qu'on appelle le globalisme, redevenir... Mais sur le plan français, Alain Peretti, on ne peut rien faire aujourd'hui sur ce que décrit, à l'heure actuelle, oui. dans la configuration politique, et Pierre-Guillaume l'a dit, donc, et l'appartenance à l'Europe, et notamment la PAC, Pierre-Guillaume a dit quelque chose de très important, à savoir que nos paysans vivent de la PAC, pour beaucoup, j'en connais, hein, qui vivent de la PAC. S'il n'y avait pas la PAC, ils crèveraient. Donc, il suffit de les menacer de ne pas leur donner les aides PAC. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en place, à mon avis, volontairement, pour les mettre en état de dépendance. On leur a mis une perfusion, hein, parce qu'on les a rendus malades, on leur a mis une perfusion pour les faire tenir. Et puis, quand ils bougent un peu trop, on les menace de couper la perfusion. Ouais. Et voire même, on leur coupe carrément. Et tout ça, si vous voulez, alors c'est évidemment, c'est complotiste, mais rien à faire de paraître complotiste. Mais on sent, c'est pas complotiste, vous énoncez des faits. Et puis, vous savez, arrêtez avec ces mots complotistes. On n'a rien à foutre. Les complotistes, ce sont eux qui dénoncent les complots. Voilà. Alors, voilà. Alors, si vous voulez, pour vous donner, je vous ai parlé tout à l'heure du NVA, là, donc qui est la nouvelle vision pour l'agriculture, du WEF. C'est-à-dire, c'est quand même... Le WEF, on vous dit, bon, c'est un truc... Le World Economic Forum, je rappelle. Voilà. Alain Peretti.
et qui est quand même, donc il y a toutes les grosses huiles mondiales qui y sont. Hein. Ouais, oui, bien sûr. Alors, ce NVA est soutenu financièrement Oui. par 17 sociétés. Je vais vous les citer. Archer Daniels, Midland, BASF, Bunge, Cargill, une énorme multinationale de l'agroalimentaire, et de The Coca-Cola Company, Coca-Cola, on se demande ce qu'ils font, DuPont, General Mills, Kraft Foods, Metro, Monsanto Company, de sinistre mémoire, Monsanto, connais, oui. Nestlé, qui trafique de l'eau, PepsiCo, Sab Miller, Syngenta, qui est Syngenta, c'est dans le pharmaceutique, hein, Unilever, Walmart Store et Yara International. Et derrière, vous avez aussi qui ont donné qui les aident, la fondation Bill et Melinda Gates. Ah, bien sûr. La Voilà. grande bienfaitrice de Et la l'OMS. fondation Rockefeller. Alors, vous avez du mal, quand vous savez ça, à ne pas vous dire qu'il n'y a pas derrière une volonté, une organisation pour faire disparaître la paysannerie, parce qu'elle est, et pour la remplacer, parce qu'il y aura toujours l'agriculture, mais la remplacer par des sociétés de gestion tenues par des groupes financiers, Mais comme ça se passe au tout à fait. Brésil Mais maintenant. Alain Peretti, tu vois, il y a une chose que je comprends pas. On dit qu'on fait tout ça, effectivement, par exemple, les vaches, tout ça, parce que, attention, risque de maladie, d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, non transmissible à l'homme, alors qu'on ne dit pas tout à fait ça. Mais surtout, avec le Mercosur et d'autres, on va faire venir des produits. Est-ce qu'on sait exactement la qualité, l'innocuité, la santé, etc., que ce soit le poulet ukrainien ou que ce soit les provenances, en provenance d'Argentine. Et est-ce que là-bas, on exerce les mêmes contrôles qu'on demande à exercer ici, en France ou ailleurs? C'est toute la blague, c'est toute la blague, André, parce qu'en fait, ce derrière quoi notre président essaye de se cacher, c'est des clauses miroirs. Mais quand vous voyez, et je dis ça sans haine, hein, le taux de corruption dans les pays d'Amérique du Sud et le niveau de violence, il n'y a qu'à voir leur dernière opération anti-drogue là au Brésil où il y a, je sais plus, 120 personnes qui ont fini sur le carreau. Il faut imaginer, c'est comme avec l'Ukraine. La nourriture qui arrive d'Ukraine, en fait, c'est que des immenses structures rachetées par BlackRock. Donc, en fait, c'est de la céréale américaine. C'est pas le petit paysan ukrainien. Ben, de la même manière que ce qui arrive du Brésil, c'est pas Pablo, le petit paysan brésilien. Non. C'est des hyperstructures, bien souvent américaines ou européennes, qui pèsent des milliers d'hectares, qui sont ce qu'on appelle même plus des fermes, on appelle ça des bases. Ouais. Bon, donc il y a des volumes colossaux en jeu, des chiffres d'affaires colossaux. Le contrôleur qui va arriver là-bas, on va lui faire voir que ce qu'on veut lui faire voir. Et puis, il va avoir le choix, un peu comme dans la série avec Pablo Escobar, hein, plata ou plomo. Hein, donc, de l'or ou du plomb. Hein, quoi, voilà, c'est tout. C'est l'équivalent moderne de la valise ou le cercueil. C'est ça. Oui, voilà, oui. Ouais. C'est fou. Alors, Alain Peretti, pour conclure, on va reparler avec vous de tout cela, évidemment, parce que c'est quand même un drame assez terrifiant, vraiment, quand on se balade en France, encore une fois, je suis baladé dans Haute-Marne, et quand on voit ça, quand on voit qu'on peut avoir une France qui peut être, allez, je ne dis pas totalement autosuffisante, mais enfin quand même, quand on voit les ressources, quand on voit les terres, etc., peut vraiment se poser des questions. Alain Peretti, donc, au fond, aujourd'hui, on constate, vous faites tous les deux le constat, c'est un constat effectivement sombre, mais lucide. En sortir, c'est une volonté politique. Est-ce qu'on revient à la politique là-dessus? Politique au sens large du terme, bien sûr. Alain Peretti. Oui, bien sûr, c'est totalement une volonté politique. Hein, donc, il faut sortir de ce système, qui est un système dans lequel on s'est mis volontairement par le fait de nos dirigeants qui ont été j'ai pas peur du mot, il faut le dire, ils ont trahi leur pays, hein, bien entendu, pour diverses raisons. Oui, gauche et droite confondues. Gauche et droite confondues. Voilà, gauche et droite confondues. Ouais. C'est-à-dire ils sortent tous, comme disait, je me souviens plus qui, il disait ce sont des détaillants qui se servent aux mêmes grossistes. Hein, c'est ça notre problème. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut profiter de cette crise pour
montrer, parce que après toutes les absurdités, si vous voulez, c'est une espèce de forme d'écume qui nous cache la vision. Et je vais utiliser une parabole, si vous le permettez, Oui, allez-y. André, la parabole de Moby Dick. La baleine blanche. Oui, Donc bien la sûr. baleine blanche, elle lutte contre des chaloupes qui viennent à ça, jusqu'au moment où elle comprend que les chaloupes viennent du gros bateau qui est au mouillage au loin. Ouais. Et elle s'attaque au gros bateau qui est au mouillage au loin, elle le détruit. Et c'est un petit peu la parabole. que je Donc veux il dire. faut s'attaquer au gros bateau, c'est ce que vous dites. Voilà, il faut Alain s'attaquer au Peretti. gros bateau. D'accord. Voilà, je ne sais pas, je conclurai un petit peu mon D'accord. intervention sur cette parabole. Oui, oui, elle est bonne, la parole oui. moïdique. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remercie Alain Peretti, je remercie Pierre-Guillaume Marcadal. C'est très important de faire entendre aussi d'autres voix, votre voix, et surtout parce que vous, vétérinaires, vous, éleveurs, vous savez de quoi vous parlez. Et je suis assez content ici d'avoir, nous n'avons pas des spécialistes de plateau et des généraux de plateau et des vétérinaires de plateau et des éleveurs de plateau. Nous avons des gens qui sont dans la vie et qui savent ce dont ils parlent. C'est pour ça qu'on les reçoit et qu'on les remercie.